Et salut YouTube, nouvelle vidéo. On continue la petite série de lecture, toujours avec le livre Ne cède jamais, David Goggins. On commence le chapitre 2. Je vais changer de format en fait. Je pense que je vais plus faire 10 minutes, 5 minutes. Je vais juste lire un chapitre en fait. Là, c'est juste chapitre 2, Joyeux Noël. Et je m'arrête dès qu'il est fini. Comme ça fait une vidéo par chapitre, à peu près. Ok, donc let's go. Je répète, j'ai presque jamais lu de livre de ma vie. Je lis pas très bien. Je m'en bats les couilles de votre avis. Et c'est parti pour lire un petit chapitre. Je crois qu'il y a une dizaine de pages, un truc comme ça. Donc c'est parti. Et si vous voulez savoir précédemment, allez voir la vidéo parce que j'ai la flemme de faire le résumé honnêtement. Allez, c'est parti. Le lendemain de Noël 2018, ma femme, Kish et moi avons pris le petit déjeuner avec mon frère Trunis Junior. Ma mère et ma nièce Alexis ont bien nommé Loveless Café, ça veut dire café sans amour, à Nashville. Connaissant notre expérience de la période dite la plus joyeuse de l'année, c'était l'endroit idéal pour un petit déjeuner en famille chez les Goggins. Quand j'étais enfant, mes amis en faisaient tout un plat. Ils parlaient de Noël et de leur liste de cadeaux pendant des semaines. Ils regardaient chaque année les mêmes vieux films de Noël et chantaient les mêmes chansons ringardes. Pour moi, c'était un jour comme un autre. Rien ne le différenciait des autres. À Buffalo, Noël était une période faste pour mon père, pendant que la plupart des enfants s'amusaient avec leurs nouveaux jouets et enfilaient leurs vêtements tout neufs. Nous grattions la piste de roller pour décoller les chewing-gums avant de la cirer et de préparer la salle pour une nouvelle soirée de glisse. Plus tard, une fois que nous étions enfuis dans l'Indiana, ma mère était tellement traumatisée que les fêtes lui passaient complètement au-dessus de la tête. Elle était absorbée par la recherche d'un travail, d'un logement et d'une vie sociale. Noël et mon expérience de fête ne figuraient pas sur la liste de ses priorités. Cela faisait 3 ans que je n'avais pas vu mon frère et que je n'avais pas échangé avec lui. À l'époque, sa fille aînée venait d'être assassinée. Nous avons toujours eu une relation difficile, car nous avons chacun une vision très différente de notre enfance. Quand Trunis nous maltraitait, mon frère essayait d'apaiser les choses. Il se sentait obligé de lui trouver des excuses, aussi sadique qu'ait pu se montrer mon père. Il faisait comme si tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Lorsque notre père s'en prenait à notre mère, Trunis Junior se faisait un devoir de s'enfuir dans sa chambre. Moi, je voulais voir. J'ai donc vu les choses telles qu'elles étaient. C'est ce qui a fait de moi un battant. Trunis Junior, lui, se souvient des événements tels qu'il aurait voulu qu'ils se déroulent. Je ne lui ai jamais voulu. Je ne lui en ai jamais voulu. Chacun faisait de son mieux pour survivre et ma mère n'a pas pu nous protéger ni l'un ni l'autre. Elle était battue aussi violemment que nous, mais c'est comme si 4 versions différentes de la même émission de télé-réalité étaient diffusées en simultané. Impossible d'échapper à une telle dissonance. Quand j'ai eu 9 ans, mon frère a choisi de nous quitter, nous et notre nouvelle vie, dans l'Indiana, pour retourner vivre avec notre père. Après cela, nous n'avons plus jamais été proches, mais ça sera toujours mon frère, alors j'ai appris que Kayla avait été tuée. J'ai tout laissé tomber pour me rendre à ses côtés. Je serai toujours là pour lui et je l'admire d'avoir survécu à notre enfance, d'être devenu un père extraordinaire et d'avoir obtenu son doctorat. Pourtant, nous partageons un lourd passé. Et nous avons une expérience tellement différente que nos retrouvailles sont toujours empreintes d'une certaine gêne. Aussi, lorsqu'il m'a annoncé ce qu'il avait prévu pour le petit déjeuner, je n'ai pas été surpris le moins du monde. Nous partons à Buffalo, a-t-il dit en souriant. Nous allons montrer le coin aux enfants et passer rendre hommage aux vieux. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, qui les accompagnerait, lui et sa famille. Dans cette séquence nostalgie, elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. Nous n'avons pas toujours le même souvenir des choses, mais nous avons tous les deux que nous avons survécu à l'enfer. Comme tout bon révisionniste, Trunis Junior essaie encore de se convaincre du contraire. Buffalo reste sa ville préférée, il s'y rend aussi souvent que possible, et chaque fois il se rend sur la tombe de notre bourreau. Pour les survivants des traumatismes, le déni est un excellent agent anesthésiant. Il permet de réécrire son passé et de s'acheter une fiction. Dans la femme de mon frère, Buffalo était un lieu de bonheur et notre père était un pilier de la communauté.
Quand nous étions enfants, il absolvait notre père plus vite qu'un prêtre dans un confessionnal. Et maintenant qu'il est adulte, sa mémoire sélective donne à son enfance un éclat plus brillant, ce qui lui permet de se sentir moins abîmé. Mais qu'il le veuille ou non, le mal est fait. S'il avait vécu les événements comme nous, il n'entraînerait pas ma mère en balade dans son pays imaginaire. Comme si Buffalo n'était pas la salle de torture qu'elle avait dû fuir des années plus tôt. En 2018, j'avais dompté les démons de mon enfance, j'étais devenu le marionnettiste et tous les squelettes de mon placard étaient tenus par des ficelles que je contrôlais. Ma mère ne niait pas ce qui nous avait été arrivé, mais comme mon frère, elle préférait esquiver la douleur. Elle détestait parler de sa vie avec mon père ou même d'y penser. Plus tard, en racontant ce voyage à Buffalo avec Trudy Jr., elle a dit était stupéfiée de tout lui paraissait étrange, même notre maison de Paradise Road. Elle ne se souvenait d'aucun bâtiment et d'aucun nom de rue. C'était comme si sa mémoire avait été gommée à l'image d'un disque dur qu'on efface et qu'elle voyait tout cela. La maison Skateland, tous ces anciens lieux familiers pour la première fois. C'est le propre du traumatisme. Si vous n'effectuez pas le travail nécessaire pour affronter les moments difficiles, il épurge les lieux, les noms et les incidents si, comme mon frère, vous le rangez au fin fond de votre esprit suffisamment loin pour qu'il s'en trouve impossible à atteindre. Ou si, comme ma mère, vous essayez de les ignorer parce qu'ils sont trop difficiles à affronter, un jour viendra où ne seront plus seulement les mauvais souvenirs qui seront refoulés, ce seront des pans entiers de votre vie qui vous échapperont. Ma mère aurait pu aller à Buffalo avec une idée en tête. Elle aurait pu y faire son tour d'honneur après la victoire. Quand nous sommes partis, Trunis lui a dit qu'elle finirait prostituée, ça m'a choqué, qu'elle finirait prostituée et moi gangster. Au lieu de cela, elle est devenue vice-présidente associée d'une école de médecine de Nashville avec un salaire à 6 chiffres. Trudy Jr. est professeur d'université et père de famille, et moi je suis un Navy Seals retiré du service actif qui vient d'être distingué par le VFW, et je sors un deuxième livre. Mais ma mère n'est pas allée sur la tombe de Trunis pour lui raconter tout cela. Elle a flotté dans une bulle qu'elle s'était construite pour survivre à ce week-end à Buffalo. Elle ne voulait pas ressentir sa souffrance et n'a donc pas réussi à trouver le pouvoir qu'elle renferme. Nous sommes nombreux à être ainsi prisonniers de notre esprit, enchaînés par des démons disparus depuis longtemps, voire morts. Nous refusons de parler ou de reconnaître ce qui s'est produit de sorte que lorsque nous parvenons à la surmonter, il nous est impossible de le comprendre ou même de le ressentir. Ma mère a laissé l'ombre de ce qu'elle était à Buffalo. Elle a réussi sa vie professionnelle, mais elle recule toujours devant celui qui lui a volé son âme. Elle aurait dû écrire une lettre à Trunis pour lui raconter ce qui lui avait manqué et lui dire ce qui nous avait libérés. Elle aurait dû la lui dire lire à haute voix sur sa tombe. Pas tout ce qu'il sache ce qu'elle était devenue, mais pour qu'elle le sache, elle aurait dû lui reprendre son âme et faire les présentations. J'arrive pas là. Le déni protège, mais il limite aussi. Accepter pleinement sa vérité, y compris ses défauts, ses imperfections et ses erreurs, permet d'évoluer, d'élargir le champ des possibles, de rechercher la rédemption et d'explorer son véritable potentiel. Une fois dévoilée, la vérité ne peut plus vous hanter. Tant que vous n'aurez pas vidé vos valises, il vous sera impossible de connaître votre véritable potentiel. Ce soir-là, donc Kish et moi, nous devions nous envoler pour la Floride, afin de célébrer un Noël tardif avec sa famille. Ma femme aime beaucoup Noël et sa famille est très unie. Personnellement, l'idée d'une maison de vacances confortable me fait penser plutôt à l'enfer. Mais Kish est la femme la plus formidable que j'ai jamais rencontrée. Nous sommes partenaires dans la vie et dans les affaires et je veux son bonheur. Si cela signifie un voyage dans un décor à la Norman Rockwell, allons-y. Mais je promets que vous n'aurez pas de photos de nous en pyjama assorti. Nous avons quelques heures devant nous avant de nous envoler. Kish les a passées à étudier les chiffres de vente de mon premier livre. Plus rien ne pourra me blesser. Il était sorti moins d'un mois plus tôt
et s'était déjà vendu à plus d'exemplaires que je n'aurais jamais imaginé. Après plus de 5 ans d'efforts et de nombreux refus, l'ouvrage que j'avais imaginé avait enfin paru et c'était un succès. Certains n'ont peut-être pas été surpris par ce succès, mais beaucoup d'autres l'ont été. J'avais essuyé des refus de la part de plusieurs maisons d'édition qui ne voyaient pas l'intérêt de mon histoire en 2016. En 2016, j'avais par exemple soumis un projet d'une centaine de pages à Ed Victor dans le monde littéraire. C'est une véritable légende. Et il m'avait été présenté par Marcus Luttrell, qui avait travaillé avec lui sur son best-seller, Le Survivant. Ed représentait également des stars du rock, comme Eric Clapton et Keith Richards, ainsi que certains des plus grands romanciers du moment. Il avait raconté un jour avoir grandi en voyant la vie comme une longue autoroute bordée de feux verts. Dans un autre article, il avait expliqué que ses critères pour déterminer le potentiel éditorial d'un projet se résumaient à 3 questions. L'auteur est-il fabuleux? Le livre est-il bon, et a-t-il beaucoup d'argent à la clé? Mon projet n'a pas passé la test, je respecte sa décision. Dans son courriel de refus, il ne mâchait pas ses mots. Donc là, je vais lire le courriel de refus. Cher David, j'avais dit que je vous répondrais lundi, me voici donc. Mais vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, ce que j'ai à vous dire. Mon évaluation de son intérêt et de son potentiel commercial ne correspond à rien à la vôtre. Je peux me tromper, ce ne serait pas la première fois, mais je ne pense pas que ce livre mérite une avance importante et se vende à un grand nombre d'exemplaires. Lorsque je vous ai dit que je serais honnête avec vous, vous m'avez prévenu que si je refusais le livre, je le verrais un jour en tête de liste de best-sellers du New York Times et que je regretterais profondément ma décision. Vous avez peut-être raison, mais mon évaluation de l'intérêt et de ses perspectives commerciales est tellement éloignée de la vôtre que je ne serai pas l'argent idéal pour ce projet. Il vous faut quelqu'un enthousiaste à 101% qui me prouvera à quel point j'ai encore une fois tort. Bien à vous, Ed. PS, je ferai part de ma décision à Marcus puisque c'est lui qui nous a mis en contact. Voilà, ça c'est la fin du mail. Donc là je continue. Je n'aurais pas dû être surpris que le type qui avait croisé que des feux verts dans sa vie ne s'identifiait pas à une existence cernée de feux rouges, de nids de poules et de panneaux stop. Et toi ? Mais c'était lui l'expert. Et à ses yeux, mon histoire n'était pas accessible. C'était problématique et même décourageant sur le coup, mais je n'étais pas en colère. Jamais je n'avais douté de ma propre valeur. Ma vie, mon histoire et mon approche n'avaient rien de conventionnel. Son moule n'était pas adapté. On ne pouvait pas me mettre dans une boîte et m'empacter selon les normes de l'édition. Message reçu. M'était-il déjà arrivé d'être la personne idéale pour quoi que ce soit? Jamais. Et pourtant, j'ai quand même réussi à rencontrer le succès. Pour Ed Victor, le fait de ne pas être facile à définir et à vendre était un inconvénient. Cela a en réalité été mon plus grand atout. Ma démarche, mon parcours et mes accomplissements prouvaient une chose, je suis l'exemple même de l'outsider. C'est l'histoire de ma vie, et si personne ne voyait mon potentiel, c'était à moi de le montrer. Les bibliothèques sont remplies de livres où on découvre la recette du bonheur et le pouvoir de la positivité. La positivité. Mais personne ne vous prépare au temps sombre. Le pouvoir de mon histoire est que j'ai traversé des périodes difficiles et que je suis devenu la personne qui vous pousse à ne jamais être satisfait. Ed et tous les éditeurs que j'avais rencontrés n'étaient pas intéressés parce qu'ils ne comprenaient pas. Cela ne signifie pas que le livre ne se vendrait pas, cela signifiait que simplement que je devais mettre l'accent sur ce qui me rendait unique, garder confiance en moi et en ma vision, et travailler encore plus dur. En 2017, j'ai signé avec un agent littéraire et rédigé un nouveau projet de livre qui m'a valu une avance de $300 000 de la part d'une grande maison d'édition. C'était beaucoup d'argent, mais j'étais partagé. Étais-je prêt à vendre mon histoire? Avais-je envie ou besoin d'un éditeur pour la raconter? Moi, seul, savais à quel point j'avais sué sang et eau pour en arriver là. Je ne compte plus le nombre de nuits blanches et de réveils avant l'aube. J'avais mordu la poussière des centaines de fois. J'avais
J'avais poussé mon esprit, mon corps et mon âme dans leur dernier retranchement. Comme Angie du... Attendez, parce qu'en fait j'ai regardé le soleil à la caméra, pardon. Angie Dufresne dans Les Évadés. J'avais passé plus de 20 ans à gratter le mur de ma prison mentale avec un marteau émoussé. J'avais besoin d'avoir le dernier mot sur mon livre et de savoir à qui mon histoire rapporterait de l'argent. Après des jours et des nuits à retourner le sujet dans ma tête, j'ai compris que la seule façon de m'en assurer était de le publier moi-même. Je n'ai pas signé le contrat. Mon agent m'a maudit et m'a dit qu'il se rayait sur la liste de clients et que j'aurais de la chance si je vendais 10 000 exemplaires. C'est ce qui revenait à me dire Joyeux Noël, Goggins. Puis il m'a laissé partir. Il n'a pas été seul. Presque tous ceux qui j'ai demandé conseil, des personnes qui savaient comment fonctionnait l'édition et ce qu'il fallait faire pour réussir, m'ont dit que j'étais imbécile. Soit. Il ne faut pas craindre de décevoir les gens. Il faut vivre la vie qu'on le souhaite. Il faut vivre la vie que l'on souhaite vivre. Même si cela signifie rester seul dans une pièce bondée et être tranquille avec cela. Et cela signifie que vous ne serez pas mal à l'aise ou que tout se passera bien? Bien sûr que non. Lorsque vous êtes face à la porte d'un C-130 à 6000 mètres, l'altitude sur le point de sauter en chute libre, il est normal que vos genoux commencent à se dérober. Mais à la seconde où vous sautez de l'avion, vous devez vous engager dans l'action. Sinon, vous allez tourbillonner, perdre le contrôle et tomber trop vite. Vous devez vous concentrer sur la stabilité de votre position. Ne jamais regarder vers le bas, vous concentrer sur l'horizon. Telle est votre perspective, tel est votre avenir. Au lieu de percevoir une grosse avance, j'ai dépensé 90% de mes économies, soit plus que l'avance que j'aurais reçue pour publier un livre de la même qualité que n'importe quel livre publié par un grand éditeur. J'ai aussi sorti mon propre livre audio avec une approche entièrement nouvelle. C'était risqué, mais les pionniers m'empruntent jamais les chemins tout tracés que des milliers d'autres ont déjà parcourus. Ils prennent les chemins de traverse et creusent leur propre sillon. Dans ma vie, j'étais toujours sorti des sentiers battus. J'avais passé près de 20 ans à briser des moules, mais je n'avais encore jamais autant misé sur moi-même. Tu es sur la liste des meilleures ventes du New York Times, a dit Kish. Elle a levé les yeux de son anniversaire portable et m'a lancé un sourire. Elle était fière et moi aussi. Non pas parce que je me souciais de la liste des best-sellers du New York Times, ni même parce que le livre se vendait, mais parce que je savais qu'il était le reflet fidèle de ma vie et que j'y avais mis beaucoup de moi-même. Et il faut bien l'admettre, après m'être entendu dire qu'il était absolument impossible qu'un premier livre publié en auto-édition figure sur la liste des best-sellers, j'ai été satisfait de défier une fois de plus les probabilités. En CM2, j'étais à la limite de l'analphabétisme. Analphabétisme. Je sais pas ce que c'est honnêtement. Ce soir-là, j'ai imaginé m'asseoir à côté de ce gamin du genre qui avait tant galéré en classe et qui avait tellement envie de se faire accepter. Si je lui avais dit qu'un jour il écrivait un best-seller, il m'aurait ri au nez. J'ai secoué la tête, j'ai ri tout seul et j'ai avalé une poignée de vitamines. Sans crier gare, mon corps s'est mis à s'emballer. J'ai posé 2 doigts sur ma carotide et regardé ma montre. Mon pouls passait de 50 à 150, pulsations minutes et inversement sans mon rythme fixe. Je suis secouriste et j'ai déjà subi plusieurs opérations du cœur. J'ai donc tout de suite que j'étais en fibrillation autoculaire, c'est-à-dire que les cavités supérieures du cœur, les oreillettes ne se contractaient pas au même rythme que les cavités inférieures. Les ventricules, j'avais connu un épisode similaire 9 ans plus tôt, après ma première opération du cœur. Lorsque l'un des patchs avait lâché, était-ce la même chose? Ou était-ce un autre problème? Je n'avais pas dit tout de suite à Kish, elle avait travaillé pendant des mois sans relâche pour faire plus rien ne pourra me blesser, un succès. Et elle avait hâte de rentrer chez elle et de retrouver sa famille. J'ai essayé de contrôler mon rythme cardiaque par des manœuvres vagales, notamment utilisant la manœuvre de Valsalva pour équilibrer la pression dans les sinus en comprimant les genoux contre la poitrine, en provoquant un haut, le cœur ou une toux, et en pratiquant un massage sino-carotidien.
Ces techniques ont prouvé leur efficacité. Elles permettent de réinitialiser la pression dans l'organisme et de ralentir le rythme cardiaque. La respiration profonde peut aussi aider, mais là, rien ne fonctionnait et plus de temps passait, plus j'avais la tête qui tournait et plus le danger était grand. La fibrillation auriculaire peut entraîner la formation de cailloux pouvant déclencher une embolie qui bloque les vaisseaux sanguins du cerveau ou du cœur et provoque des accidents vasculaires cérébraux et des insuffisances cardiaques. Chez les... Attendez, il me reste combien de pages? Ok, il me reste tout ça. Et ça fait 20 minutes. Bon, ça va être très long en fait. J'ai fait un chapitre, mais ça va être très long. Chez les personnes... Bon, c'est pas grave. Chez les personnes atteintes de drépanocytose, je sais pas c'est quoi honnêtement, comme moi, le risque de formation de cailloux est élevé. Les heures passées, je faisais comme si tout allait bien, alors que je visualisais mentalement mon pouls s'emballer sur l'électrocardiogramme. Au moment où Kish a bouclé sa valise et s'est tournée vers moi, prête à s'envoler pour la Floride, elle a vu que quelque chose... Attendez. Elle a vu. Kish a retourné, prête à s'envoler pour la Floride. Elle a vu que quelque chose n'allait pas bien du tout. Nous ne partirons pas en Floride, nous n'irons pas à l'aéroport, nous irons aux urgences. Le lendemain de Noël, la plupart des lieux publics sont déserts. Mais aux urgences, pendant les fêtes de fin d'année, c'est toujours la cohue. Je ne sais pas si c'est l'alcool, les conflits familiaux, la solitude ou un cocktail des trois. Lorsque j'avais 14 ans, Wilmos, le fiancé de ma mère, a été tué par balle le lendemain de Noël. Depuis la fin de décembre m'évoque davantage un traumatisme que le Père Noël. Les urgences étaient bondées lorsque nous avons franchi la porte vitrée coulissante. Pris de vertige, je me suis affalé sur l'un des rares sièges libres de la salle d'attente. Le personnel médical, les médecins et les infirmières, tout se mélangeait dans ma tête quand je les voyais se bousculer entre les salles d'examen et transporter les patients sur des brancards et des vieux fauteuils roulants bancals sur le sol carrelé et grinçant. Les haut-parleurs grésillaient, les noms bourdonnaient au-dessus de ma tête. Kish était assise à côté de moi et remplissait des documents tandis que je fermais les yeux et reprenais une profonde inspiration. Quelques minutes ou peut-être quelques heures plus tard, j'ai recommencé devant un jeune médecin derrière le rideau d'une salle d'examen. Il n'était pas cardiologue. Lorsque je lui ai expliqué ce que j'avais subi 2 opérations du cœur, il a appris la nouvelle un peu trop à la légère. Il a écouté les battements. Attendez, j'ai peur que vous voyez avec le soleil. De mon cœur. Il a écouté les battements de mon cœur, m'a posé des capteurs et a regardé mon pouls archuré à l'écran de son électrocardiogramme. Puis il m'a dit ce que je venais de lui dire. Vous êtes en fibrillation articulaire. Message reçu. Je l'ai regardé de travers. Kish l'a remarqué. Qu'est-ce que vous pouvez faire, docteur? A-t-elle demandé. Nous allons vous mettre sous perfusion et voir comment vous réagissez. Une infirmière est entrée et a tapoté ma veine. Les médicaments ont semblé fonctionner et quelques minutes, mon pouls a ralenti et mes vertiges se sont calmés. Mais lorsque le médecin est revenu 1 heure plus tard, il avait l'air confus en lisant les moniteurs. Bon. Votre pouls a ralenti, mais vous êtes toujours en fibrillation auriculaire, a-t-il déclaré. Je vous ai appelé un cardiologue à l'étage pour voir ce que nous pouvons vous faire. Je n'ai pas eu besoin d'attendre ce que le cardiologue avait dit pour savoir ce qui m'attendait. J'avais étudié des cas de fibrillation auriculaire, et si les techniques respiratoires, les manœuvres d'équilibrage et les médicaments ne parviennent pas à synchroniser les cavités, l'étape suivante consiste à administrer un choc électrique au cœur pour le faire partir comme on le ferait à un ordinateur qui serait bloqué. J'avais vu des vidéos et j'étais mort de trouille. C'est drôle, mes 2 opérations du cœur ne m'ont jamais fait peur. Je savais à chaque fois la mort faisait partie des risques, mais à l'époque ma moralité n'est pas du tout à un sujet, et je les avais accueillis d'un haussement d'épaule. Cette nuit-là, à Nashville, j'avais changé d'avis sur la vie et la mort. Plus rien ne pourra me blesser m'avait changé, et ma dernière métamorphose était bien plus profonde que le succès commercial et l'enthousiasme du public pour mon histoire. L'écriture de ce livre m'a permis de digérer une dernière fois l'horreur que j'avais vécue. Et l'auto-édition m'a permis de faire table rase du passé. Les gens s'étaient toujours fait beaucoup d'idées à mon sujet.
Plus rien ne pourra me blesser m'a enfin permis de dire ma vérité et me sentir reconnu. Je pouvais enfin être en paix avec ma vie et tout ce que j'avais investi et accompli. Attendez, ce que j'avais investi et accompli, c'est le moment que mon cœur a choisi pour sauter comme un disque rayé. Je me retrouvé en ligne de mire. Joyeux Noël. Pendant que Kish appelait ses parents et séchait ses larmes, j'envisageais une cruelle possibilité. Je pensais que mon rôle sur cette terre était de souffrir et de surmonter la douleur, afin d'enseigner aux autres comment faire de même. Mais maintenant que cette période de ma vie semblait terminée, je me demandais si je n'étais pas soudain devenu remplaçable. Mon monologue intérieur oscillait entre l'apitoiement sur soi et la colère totale. Mon anxiété était à son comble, je ne me moquais plus de la mort comme avant. J'avais peur, j'éprouvais un besoin urgent de vivre. Une technicienne est arrivée et m'a rasé le torse. Elle a placé un électrode sur ma poitrine et une autre dans mon dos. Puis le médecin est entré et a demandé à Kish d'aller patienter dans la salle d'attente. Il a jeté un coup d'œil au moniteur, m'a regardé et a appuyé sur l'interrupteur. 200 joules m'ont traversé le corps et tout est devenu noir. Pendant une fraction de seconde, j'ai été suspendu entre deux battements de cœur. Il a recommencé et j'ai crié en revenant à moi. Kish m'a entendu crier, m'a entendu jurer. Kish m'a entendu jurer depuis la salle d'attente, chose que je n'ai jamais fait. Ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire à quel point j'avais eu le mal, mais ça a marché, j'étais synchro. Vous avez une petite illustration, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Petite illustration. Voilà. Le médecin m'a envoyé chez moi avec un pouls normal et une batterie de tests à faire pour s'assurer que mon corps n'avait pas de problème structurel. J'étais dévasté, ainsi va la vie. Une seconde, vous parlez de la liste des best-sellers du New York Times et la suivante, vous craignez de pas passer la nuit. Les choses vont vraiment aussi vite que ça. Rien n'est permanent. La vie ne fait pas de cadeaux, elle ne prend pas de congé et se moque de savoir si vous avez gagné de l'argent ou obtenu une promotion. Tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, peu importe ce que vous pensez être fort et avoir réussi. Croyez-moi, un semi-remorque est là, prêt à vous cueillir dans un virage sans visibilité, pile au moment où vous vous sentez bien. Je le savais, mais je pensais aussi que mes problèmes cardiaque était derrière moi. Aujourd'hui, je vois à quel point c'est ridicule. Lorsque vous êtes toujours dans le dur, vous vous dites qu'à un moment, la route accidentée, parsemée de nids de poules et jonchée de pneus crevés, va s'aplanir. Mais cela n'arrive jamais. En fait, si vous vivez en pensant que la route va s'améliorer, vous ne serez pas préparé si un obstacle apparaîtrait sur la chaussée toute neuve et vous projette dans la fossée par une agréable soirée d'été. C'est la définition même d'un joyeux Noël en goglish. Cela n'a rien à voir avec les fêtes, ce sont les cadeaux, surprises que la vie vous a préparés et qui n'attendent qu'une chose, que vous trébuchiez. Ce qui est une autre façon de dire que j'ai perdu quelque chose d'essentiel dans cette salle d'examen sur le chemin du retour. Alors que l'aube se levait, j'avais l'impression d'être Samson, chauve, courant dans la roue de hamster de mon esprit. Je ne savais plus qui j'étais. Étais-je encore un sauvage ou n'étais-je qu'un bavard de plus? Certains n'aimaient pas le mot sauvage. Pour moi, c'est le plus beau des compliments. Un sauvage est un individu qui défie les probabilités, qui a une volonté inébranlable et qui, lorsqu'il est à terre, se relève toujours. Si les médecins me disaient que je devais cesser de courir et de me dépasser à la salle de sport, j'arrêterais tout. J'annulerai tous mes futurs engagements de conférencier et je me retirerai des réseaux sociaux. J'ai toujours été un homme d'action et d'engagement. Et je sais que je ne pourrai pas motiver quiconque en me contenant de parler à tout ce que j'ai fait dans le passé. Avant d'aller sur les réseaux sociaux, je m'étais fixé une règle. Ne parler de ce que je suis capable de faire. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai décidé que si mon corps ne pouvait plus coopérer, plus rien ne pourra me blesser, serait mon champ du cygne et je disparaîtrais. Voilà, c'est fini. Donc prochain chapitre, évolution 2. Du coup on a une 30 minutes. Du coup je vais pas faire un grand débrief parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais en vrai je sais quoi débrief.
Et en plus, c'est parfait. Donc du coup, en vrai, le chapitre, il est composé en 2 parties. Alors attendez, je vais juste... c'est juste un truc pour retenir. Même si en vrai, si je retrouve, il est mis sur 2. Donc le chapitre est coupé en 2 parties. Du coup, on a la première partie où David Goggins, il est comment on appelle ça? Il a fini d'écrire son livre et il est sur le point de le publier. Donc, je sais plus le nom. Non, putain. Plus rien ne pourra me blesser, pardon. Voilà. Donc, il est sur le point de publier ce livre et il cherche une maison d'éditeur pour le publier avec lui. Et il y a personne qui a fait confiance en son livre. Donc, les gens ne veulent pas l'aider. Il dit qu'on juge un livre sur sa possibilité commerciale, sur l'auteur et sur la pertinence. Et son livre n'avait pas, comment on appelle ça, ses qualités. Enfin, les maisons éditoriales en tout cas ne trouvaient pas ses qualités. Et au bout d'un moment, il avait trouvé une maison et il avait décidé de pas signer avec eux et de le faire tout seul. Tout le monde lui avait dit oui, c'est une mauvaise chose, ça va pas marcher, etc. Tu vas pas faire 10 ventes. Et finalement, c'est devenu le best-seller de New York. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Honnêtement, ça fait exactement avec la vidéo, c'est parfait avec la vidéo que j'ai fait juste avant. N'hésitez pas à aller la voir. En fait, il n'y a personne qui va croire en votre projet. Et là, c'est l'exemple parfait. Son livre, c'était son projet, on va dire. Il y a des gens qui travaillaient dans ce monde, dans le monde de l'édition. Ils n'ont pas réussi à trouver le potentiel du livre, alors que la preuve, c'était devenu l'un des best-sellers de New York. Donc, c'est bien la preuve que oui, c'est pas parce que les gens vous soutiennent pas que votre projet est nul, que votre produit est nul. La preuve, c'est lui, il a très bien réussi sans personne. Il avait mis 90% de tout ce qu'il avait de côté pendant toute sa vie. Il l'a mis dans ce livre avec sa femme qui l'a aidé. Et la preuve, ça a marché. Ça a marché, personne ne croyait en lui. Il a réussi à rentrer dans le best-seller de New York. C'est un truc très compliqué. Et voilà, et pourtant personne ne croyait en lui. Et il a relevé ce défi tout seul. Il s'est donné des objectifs, il a travaillé pour, il disait il dormait plus, il se levait très tôt. Sa femme aussi travaillait beaucoup avec lui. Et il a réussi son objectif. Donc ça, je trouve ça très beau. Parce qu'en vrai, il aurait pu. Par exemple, moi j'étais lui, j'aurais signé le contrat qu'on lui avait donné là. À la fin, on lui dit oui, il y a une maison qu'il lui avait donnée. Tu choisis la facilité, c'est pas ton monde de base. T'as jamais sorti le livre, c'est pas ton monde quoi. Personne te connaît. Je lui ai dit vas-y, je vais passer par une maison d'édition. Lui non, il est allé voir une maison d'édition. Personne n'avait confiance en lui. Il a dit c'est pas grave, je vais le faire tout seul. Et il a réussi tout seul. Et voilà. Donc personne, je vous répète, personne ne va croire en vos projets à part vous et les personnes qui comptent pour vous. Donc en l'occurrence sa femme qui croyait beaucoup en son projet. Mais sa femme, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'une personne peut croire en votre projet, mais il faut qu'elle soit, si elle est trop proche, ça peut être grave si vous n'avez pas une vraie discussion avec elle, si elle donne des vrais arguments, elle dit ça c'est mauvais, ça c'est bien. Si juste une personne proche de vous quand même, imaginons sa femme, elle avait dit oui ton projet est nul, point. C'est pas bien pour lui quoi. Donc là sa femme a fait du très bon travail aussi. Et la deuxième partie du chapitre du coup, c'est à Noël. Et il parle de... il a eu un problème cardiaque, du coup. Il a dû aller à l'hôpital le jour de Noël, etc. Et là, en fait, il nous fait comprendre que la vie est très très courte. Et ça veut dire à tout moment, elle peut s'arrêter. Par exemple, il est devenu le best-seller de New York. Le soir d'après, il avait un problème cardiaque et il pouvait mourir aux urgences, quoi. Et... moi, je le comprends comme un... Et ça me conforte dans mon idée. Ça me conforte dans mon idée, pardon. Il faut oser, en fait. Parce que, imaginons, je vous donne un exemple, j'aurais pas osé faire cette chaîne YouTube. Et je serais mort dans 5 ans.
ça m'aurait coûté quoi de faire cette chaîne YouTube, honnêtement? Au moins pendant peut-être 5 ans, j'aurais vécu la vie que j'aurais voulu, qui m'aurait donné envie de vivre. Là, par exemple, lui, je crois il le dit, hein, il dit avant, quand je faisais mes opérations au cœur et tout, je n'avais aucune peur parce qu'il s'en foutait, entre guillemets, il avait pas peur de la mort, il s'en foutait de mourir, en gros. Et là, dès qu'il a trouvé un peu d'importance à sa vie, c'est-à-dire il a commencé à aider les gens, il a commencé à écrire des livres, et ben directement, l'envie de vivre est venue avec lui. Du coup, il s'est battu pour se sauver, etc. Et là, la preuve, il a eu un truc, je sais pas si c'est banal aux urgences, truc de cœur comme ça, mais un truc basique, il a eu pire, quoi. Il a eu peur de mourir parce que là, ce projet lui avait mis de l'importance à sa vie. Tout ce qu'il avait réalisé, tout ce qu'il avait fait, ça avait mis de l'importance dans sa vie. Et là, il voulait ne pas mourir parce qu'il avait peur de la mort maintenant. Et donc vraiment, moi je le comprends comme oser, c'est super important en fait. Parce que demain vous pouvez mourir et vous allez mourir avec plein de regrets. Et il y a une phrase qui dit, je sais pas si je vais mal la dire, mais mieux vaut mourir avec des remords que des regrets. Je crois que c'est ça. Pas sûr. Et cette phrase, elle est parfaite en fait, parce que s'il n'avait pas osé faire ça, il aurait encore moins envie de vivre et ça lui aurait rien coûté honnêtement. Donc oser. Et moi après je suis une personne qui aime beaucoup David Goggins, je le trouve incroyable ce mec. Du coup ça me touche vraiment entre guillemets ce qu'il raconte. Ça peut moins toucher des gens. Mais le fond est là. Et ça montre que quand vous faites un truc qui vous donne envie, en fait, vous avez pas envie vous avez envie de vivre, vous avez envie de continuer, vous avez envie de travailler. La preuve, il a sorti son livre, mais il n'a pas compté les heures qu'il a travaillé dessus, il n'a pas dormi, il s'est réveillé tôt, il mangeait moins, et tout ça, c'est le travail, quoi, en gros. Et je trouve ça incroyable. Voilà, c'était mon petit débrief. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à check mon TikTok. C'est Greg RGLT, je crois, un truc comme ça. N'hésitez pas à check. Voilà, lâchez un petit pouce bleu, un petit like. Et voilà. À la prochaine, à demain.